Je ne sais pas si elle pratique le football, mais notre invitée est une femme philosophe et psychanalyste, professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire également de la chaire de philosophie au GHU Paris, psychiatrie et neurosciences, membre du Conseil consultatif national d'éthique, auteur d'un petit opuscule qui est apparu dans la collection Tracts de Gallimard, intitulé Le soin est un humanisme. Cynthia Fleury, bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas le temps de faire du foot avec tout ça. Non, mais j'aimerais dire que je n'ai pas le temps, mais je suis pas sûre que même si j'avais le temps... Vous feriez une bonne footballeuse. Non, mais pour, comment dire, me réclamer tout de même de la cause du football, j'ai un père qui joue au football tous les dimanches matins. Alors je considère faire partie de ce grand club des amis du football par procuration paternelle. Bon, voilà. On vous a invité ce matin, Cynthia Fleury, parce qu'on avait envie d'entendre la voix d'une philosophe, alors non pas sur le football, ni féminin ni masculin, mais la voix d'une philosophe au lendemain d'élections européennes dont les enjeux ont été majeurs et dont les résultats suscitent à la fois, alors selon l'endroit où l'on se place, de la surprise, de la consternation, pour certains de la joie. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Avec quel sentiment? Je crois qu'il y a quand même, voilà, ce qui s'annonçait depuis longtemps maintenant, c'est-à-dire une vraie... comment dire, une vraie prise en compte prise de pouvoir, pardon, quand je veux dire prise en compte, prise de pouvoir par ce qu'on appelle le populisme, le souverainisme, une certaine ère quand même du ressentiment, c'est-à-dire qui tout d'un coup, indépendamment de son souhait plus que légitime de l'Europe sociale, voilà, tout ce qui grondait depuis fondamentalement le référendum constitutionnel 2005. De 2005, parce que on voit d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on voit le temps, si vous voulez, le temps des peuples. Et le temps des peuples est à la fois très court, dans le sens où quand on le vit, on a l'impression que ça surgit, et en fait il est long. Il est long et ça gronde depuis ce temps-là. Et donc, non, moi je suis sans surprise parce que ça se joue ailleurs déjà, voilà, que ce soit le Brexit, que ce soit l'Italie, que ce soit la Pologne, que ce soit la Hongrie, etc. Et donc on voit véritablement un grand courant comme ça qui va au-delà, si vous voulez, puisqu'il y a des années on appelait ça ceux qui étaient pour l'élargissement versus l'approfondissement. Il y avait une grande thèse comme ça. Là, on sent que c'est même pas l'approfondissement. Alors si, c'est l'approfondissement au sens d'une Europe sociale, mais c'est presque une pause. Alors, la nouveauté, c'est qu'il y a eu le Brexit. Et que le Brexit, si j'ose dire, a calmé les plus souverainistes d'entre nous, au sens où la sortie est quasi impossible, d'une certaine manière, de cet engin qui est nommé l'Europe. Et donc, on voit se combiner ce que peut-être Delors appelait en son temps ces idées, si vous voulez, d'une coopération renforcée possible à certains endroits, du respect d'une fédération d'États-nations, c'est-à-dire des choses qui en fait relèvent de l'oxymore d'une certaine manière, mais on voit quand même une vraie demande de retour au territorial, au souverainisme, au repli. Et donc, oui, plus qu'une pause, d'une certaine manière. Je note, Cynthia Fleury, que ce que vous voyez donc poindre en premier, c'est la percée en Europe des nationalismes, des souverainismes, des populismes. La première place en France pour le Rassemblement national, plus que la montée des écologistes. Oui, bien sûr, oui. Pour quelle raison ? Parce que si vous voulez, ça peut être une lame de fond aussi profonde. C'est une lame de fond qui est tout à fait profonde, mais qui est pas au même niveau, si j'ose dire, d'agir politique, qui se transforme pas de la même façon. C'était très intéressant de voir d'ailleurs que les jeunes se sont mobilisés sur cette question du climat et ont compris la portée transpartisane, la portée paradigmatique. La portée, comme on a vu tout à l'heure avec l'article 1, c'est-à-dire cette idée que demain réfléchir à la démocratie sans questionner ce qu'on appelle l'anthropocène, notre rapport au monde, à la nature, aux services écosystémiques, au contrat social, à la justice sociale indissociable de la justice environnementale, c'est une hérésie. Et les jeunes ont compris ça, sans parler du fait qu'ils ont envie d'envoyer un signal aux générations qui les précèdent en disant, écoutez, retravaillez sur le vrai sens du politique, le temps long, véritablement, parce que là se situe notre avenir. Donc ça, c'est très important.
Mais au jour le jour, dans les comportements, c'est un petit peu différent parce que les arbitrages sont ceux de la nécessité parfois, sont ceux de la précarité. Enfin, c'est toujours plus compliqué encore, si vous voulez. On a encore un vrai différentiel entre l'idée que l'on se fait de ce que l'on doit faire et puis la réalité de ce qu'on le fait. Bon, mais il n'empêche, c'est un geste très important. Mais si vous additionnez bêtement ce que la droite se refuse à faire pour l'instant, mais elle se refusera peut-être pas éternellement de faire ça, c'est-à-dire des coupures entre les droites dites classiques, plus conservatrices, et puis des droites qui sont celles de l'extrême droite. Si à un moment donné cette frontière extraordinairement ténue se brise, vous avez une place forte pour la droite conservatrice, plutôt de repli, plutôt identitaire. C'est ça qui est quand même aussi très flagrant au niveau non seulement national, mais au niveau bien évidemment européen. Bon, ils cherchent à s'allier au niveau européen. Oui. Pour l'instant, ils sont encore très divisés sur un certain nombre de points. Nous verrons donc ce que cela donne. J'aimerais réagir à ce que vous avez dit par rapport à le contraste entre l'idée de ce qu'on doit faire et la réalité de ce qu'on fait, parce que ça me fait penser à l'entretien qui paraît dans le Monde aujourd'hui, oui, avec le sociologue Bruno Latour, un entretien dans lequel il dit que l'apocalypse c'est enthousiasmant. Vous me direz si vous êtes d'accord avec cette assertion, mais il écrit: aujourd'hui, nous prenons conscience de la différence entre le monde dont nous vivons et le monde où nous vivons. Je trouve que c'est une réflexion que j'ai envie de soumettre à la philosophe que vous êtes. Oui, l'entretien, il est passionnant, comme souvent d'ailleurs avec Latour. Il a une formule aussi très simple, mais on voit très bien, en tout cas les psychanalystes voient très bien, et d'autres, la notion d'atterrir, qui peut être d'ailleurs de se confronter au principe de réalité, et cette question de l'habitat, du où aussi, c'est-à-dire tout bonnement de comprendre que nous n'habitons pas des idées. Nous n'habitons pas l'idée que nous nous faisons de la modernité. Nous habitons un monde à l'instant T qui est un monde naturel, physique, et qui aujourd'hui est rendu inhabitable par nos délires, si j'ose dire, industriels, par notre idée que en fait, nous n'avons jamais réellement pensé la question de la justice. Nous la pensons, bien sûr, mais fondamentalement, penser la question de la croissance, c'est pas penser la question de la justice. Et on a ce retournement très compliqué pour nous, c'est qu'aujourd'hui, nous devons produire, en fait, à partir d'un modèle de justice, une certaine idée de la croissance, alors que nous avons toujours fait l'inverse. Nous produisons une croissance et nous déduisons un modèle de justice à partir de cette croissance. Et ce retournement-là, il est fantastique pour tous ceux et enthousiasmant pour tous ceux qui considèrent que la démocratie est une invention normative, c'est une invention des modes de vie. Il y a quelque chose de révolutionnaire au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on retourne la chose. Et il est beaucoup plus terrible, voire on peut pas nier aussi, si vous voulez, que à côté de ce grand mouvement que vous avez souligné tout à l'heure, dont vous avez souligné l'ampleur avec la jeunesse, etc., la prise en considération du questionnement climatique, vous avez aussi une vraie puissance climato-sceptique qui est là et qui bascule dans le déni et qui aujourd'hui en plus se nourrit des formes de fake news et de ce qu'on appelle la post-vérité en disant, mais écoutez, vous nous dites ça, et c'est ce que dit d'ailleurs Latour, nous ne vivons pas là-dedans et nous n'avons pas l'intention de vivre dans ce monde dont vous nous parlez. Et ça, c'est quand même, cette puissance, elle est là. C'est Trump, par exemple, qui, au lendemain même des accords, de la COP21, dit, écoutez, nous, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, nous, première puissance mondiale, on sort du jeu. C'est quand même hallucinant, si vous voulez, mais c'est la vérité d'aujourd'hui. Avec cette colère et ce sentiment d'injustice d'une certaine catégorie de population assez large, il faut bien le dire, et c'est ce qui fait que Bruno Latour fait le lien entre les enjeux climatiques et les mouvements politiques comme les populismes, comme les gilets jaunes, puisque, dit-il, aujourd'hui, le problème est existentiel. Les gens n'ont plus de monde où être. Et donc, on navigue, on n'a pas encore atterri d'une certaine façon. Est-ce que Cynthia Fleury, on est prêt? Je vous pose cette question parce que vous, il y a 2 ans, avec Anne-Caroline Prévost, vous avez écrit un livre qui s'appelait « Le souci de la nature, apprendre, inventer, gouverner ». Est-on prêt à gouverner avec ce souci de la nature? Non, on n'est pas prêt.
de fait. On n'est pas prêt. Alors après, vous savez, il y a de façon majoritaire, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à transformer notre façon politique. Alors, c'est compliqué aussi dans la mesure où c'est pas qu'un problème des élites, si vous voulez. C'est aussi un problème, voilà, des citoyens qui ont appris, si j'ose dire, à évaluer les politiques publiques et les élites et les élus sur du temps court aujourd'hui, ce qui est totalement fantasmatique, mais donc cette redécouverte du temps long, elle est à prendre là aussi en considération sur les deux pans. Parce que bien évidemment, tout politique, à un moment donné, s'il sait qu'il se fait évaluer sur du temps court et sur du visible, c'est très compliqué pour lui d'aller scier la branche sur laquelle il est assis en disant écoutez, moi je vais faire de l'invisible, c'est-à-dire tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ça va surtout compter pour dans 15 ans, dans 20 ans. Et puis bien évidemment, je pratique effectivement le temps long. Donc non, on est résolument pas prêt. Maintenant, c'est une gouvernance des parties prenantes, donc c'est pour ça que c'est un jeu de pression entre la société civile, l'économie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, moi je suis un ancien chercheur, vous parliez de ma collègue Anne-Caroline Prévost, un ancien chercheur du muséum, on a eu très souvent, et on a encore, la question de la monétarisation, si vous voulez, de la question de la nature, au sens où on dit, à un moment donné, il faut aller, il faut montrer que ça coûte. Que toutes ces externalités négatives de l'économie aujourd'hui, qui sont essentiellement portées par les plus pauvres, aujourd'hui il faut les transformer, il faut les faire payer par les plus riches d'entre nous pour que précisément se transforme le geste. Et on voit bien que c'est pas simplement par la seule question éthique ou la seule question politique que nous allons transformer les choses, mais que c'est par toujours une question d'économie aussi. On a besoin de soins, pour reprendre le titre de votre opuscule. Le soin est un humanisme. On va y revenir juste après la revue de presse de Natacha Triou, Cynthia Fleury. Mais nos sociétés sont malades et ont besoin. Alors je sais pas si d'ailleurs c'est la même chose, d'être soigné ou de soins. C'est pas exactement pareil d'ailleurs. Le soin, c'est comme son nom l'indique, c'est quelque chose de très polysémique. Moi, si vous voulez, pour le dire rapidement, et dans le sillage entre guillemets de Freud et d'autres, il y a 3 grands actes, si vous voulez, au cœur d'une société. Il y a éduquer, il y a soigner, il y a gouverner. C'est vrai que moi j'ai choisi de m'intéresser plutôt aux 2 premiers, considérant même, je pense, que éduquer et soigner sont les gestes paradigmatiques de la démocratie et qu'en fait gouverner est une sous-question de la démocratie. Alors je vais entendre tous mes collègues politologues qui vont dire mais jamais de la vie. Et si je pense que la question du gouvernement de soi-même, si on veut voler l'expression à Foucault, elle est déterminante et elle se constitue fondamentalement dans l'amont et pas dans l'aval. Et donc l'amont, c'est essentiellement de l'éducation et c'est du soin. Parce que de fait, c'est même du soin d'abord et de l'éducation après. C'est un même geste qui fait que soudainement, vous allez pouvoir prendre soin aussi de ceux qui vous entourent et notamment du fameux monde commun dont déplore la disparition, notamment la Tour. Cynthia Fleury est l'invitée de ces matins du samedi sur France Culture. On vous quitte quelques minutes pour écouter la revue de presse. Cynthia Fleury, on vous retrouve juste après. Il est 8h30 sur France Culture. Merci Natacha Triou. Le soin porté aux autres va-t-il jusqu'aux animaux dans votre conception philosophique de la vie et du monde, Cynthia Fleury ? Oui, moi je suis pas une spécialiste de l'éthique animale, mais de fait, les penseurs qui réfléchissent sur ces questions me paraissent essentiels. Je pense notamment, c'est pas nécessairement d'ailleurs des philosophes, les travaux de Franz de Waal sur précisément la nécessité d'ouvrir le cercle de l'empathie, de considérer notre rapport au vivant en règle générale et à la question animale. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que dans l'interrelation avec l'animal se situe précisément un rapport éthique et donc pour l'homme. Maintenant, moi je suis c'est à ce jour, il reste, moi je défends, c'est ce que j'ai expliqué aussi dans ce petit opuscule. Le soin est un humanisme. Voilà, je défends une exceptionnalité de l'homme, non pas nécessairement au sens ontologique, parce que non, mais au simple sens de la vérité humaniste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le garant d'un humanisme, encore une fois, ne peut être que l'homme. Et donc, résultat, je fais basculer l'exceptionnalité de l'homme
l'homme, du côté de la responsabilité, du côté de la non-impunité et du côté de la désignation des valeurs. Cynthia Fleury, rappelez malgré tout que le soin est un humanisme, paraphrasant l'existentialisme de Sartre. C'est nécessaire aujourd'hui? Ça veut dire que si on a besoin de rappeler que le soin, oui, est un humanisme, c'est que nos sociétés en manquent, manquent de considération pour le soin? Oui, tout à fait. Elles rendent invisible même ce soin. Toutes les théories du care qui ont été portées notamment par Gilligan, mais surtout par Tronto qui a fait, ou même si c'est pas un penseur du care, prenez Axel Honneth qui a très très bien vu ce système de rendre invisible l'invisibilisation sociale de certains d'entre nous, et notamment de ce qu'on appelle les caregivers, de ceux qui aident. Et cette invisibilisation, elle est faite par différents systèmes. Elle est faite d'abord très souvent par une féminisation de la tâche, une naturalisation de la tâche. C'est-à-dire qu'on considère effectivement que le soin, pendant très longtemps, était porté par les femmes, c'est-à-dire celles qui naturellement étaient pourvues de capacités de soins. Il n'en est rien, si vous voulez. Là, le soin, c'est la base, encore une fois, qui fait que on peut rendre, pour revenir à la tour, notre monde habitable. Et ce soin, c'est la vérité clé de la démocratie. Et ce soin, il est matriciel, en fait. Il est matriciel de quantité d'action. Et nous avons un monde qui est très abstrait, qui considère que la seule procédure économique peut valoir comme soin, que le simple fait de déclarer des droits les pose. Pas du tout. Ce sont des batailles continuelles, et cette invention de la solidarité, encore une fois, c'est le premier geste en démocratie. Vous parlez d'invisibilité, et je crois que le mot est bien trouvé dans la mesure où les personnels de soins en France sont en grève depuis de longues semaines, qui se comptent maintenant presque en mois. Un appel est lancé pour le 6 juin, un autre pour le 11 juin, à mobilisation et à grève nationale. Certains syndicats ont compté près de 65 services d'urgence qui sont touchés par un mouvement, alors à la fois pour l'arrêt des fermetures de lits, pour une hausse de rémunération, pour une augmentation des effectifs. On n'en parle pas. Comment expliquer cette invisibilité des personnels de soins? Par ce que vous dites, Cynthia Fleury? Oui, et encore une fois, c'était véritablement, là encore, bien vu par Axel Honneth et par d'autres. C'est-à-dire, et c'est vieux, si vous voulez, ce sont des textes qui sont pas récents, encore une fois. Donc, alors, juste un point, et Tronto l'avait très bien vu là aussi, c'est que l'invisibilité, elle est structurelle au soin aussi. C'est-à-dire qu'il y a une forme de discrétion du soin qui est co-substantielle au soin, dans le sens où soigner quelqu'un, ce n'est pas souligner qu'on soigne quelqu'un. C'est terrible, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on ne soigne bien quelqu'un souvent que, non pas en s'effaçant, mais que en essayant de faire valoir chez lui une capacité d'auto-soin, pour qu'il se ressaisisse de sa puissance de soin lui-même, qu'il redevienne lui une ressource. Et non, si on se maintient dans un système de soins où on raconte à l'autre que c'est un assisté, on le maintient précisément, si vous voulez, dans l'impossibilité de devenir une ressource pour lui-même. Et donc, quand il ne peut plus, Cynthia Fleury, je pense à Vincent Lambert, et là je m'adresse à vous comme membre aussi du Comité consultatif national d'éthique. Cette affaire est terrible. Un nouvel épisode judiciaire a eu lieu hier, puisque le gouvernement se pourvoit en cassation après la reprise des traitements le 20 mai dernier. Quand une personne est assistée et soignée, mais qu'elle ne peut plus récupérer, qu'est-ce qui se passe? C'est une solution. Voilà, aujourd'hui, on a entre 1500 et 1700 personnes qui sont comme ça oui, qui sont eux invisibles alors que lui est dans une grande visibilité. Oui, mais qui sont en état post-relationnel, et puis effectivement, c'est très compliqué parce que c'est un spectre immense en plus, le post-relationnel, donc c'est tout sauf simple. C'est-à-dire cet état de conscience minimal, de végétatif prolongé. Oui, voilà, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est qu'une conscience minimale, si on veut être juste, on ne sait pas. Et c'est vrai qu'on peut comprendre la déstabilisation profonde de tous devant
le visage, reprenons les termes lévinassiens, mais le visage de Vincent Lambert, qui est un visage qui renvoie à des activités réflexes, mais qui reste un visage, qui reste des yeux, qui reste, voilà, parfois même des pleurs, jusqu'où c'est dissocié, c'est très, fondamentalement, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut revenir quand même à la base de ce qu'avait souligné aussi le Comité national d'éthique et tant d'autres. Les directives anticipées, voilà, aujourd'hui, il y a que 13% des Français qui ont rédigé leurs directives anticipées. Il faut rédiger des directives anticipées pour ne pas laisser ceux qui sont derrière nous dans cet état d'impossibilité de savoir ce qu'il faut faire. Donc, parce que oui, nous avons une loi aujourd'hui qui permet de ne pas aller vers l'obstination déraisonnable, mais nous avons aussi une loi qui permet de respecter ceux qui veulent aller dans l'obstination déraisonnable. C'est les deux. Donc ça se dit précisément, et je ne sais pas si c'est une obstination déraisonnable pour certains. On voit très bien qu'il y a un conflit derrière spirituel aussi avec une famille qui est divisée, et l'État ne fera jamais, si vous voulez, ce que les familles doivent faire seules, c'est-à-dire le consensus. L'État, il n'est pas là pour ça. Donc là, on a en plus une confrontation familiale qui est très 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 forte. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut aller vers, bien évidemment, la rédaction et la diffusion des directives anticipées. Il faut aller vers la promotion des soins palliatifs. Il faut aller vers le fait que le post-relationnel ne va pas en soins palliatifs, mais va dans des unités spécialisées, parce que c'est quand même autre chose que la fin de vie. Et ça n'a pas à être là, quoi qu'on en dise. Et c'est aussi ça, l'affaire Lambert. Donc c'est toutes ces questions. Et c'est la collégialité de la décision. Encore une fois, ce n'est pas à l'équipe médicale de prendre seule cette décision. Ni à la justice seule. Ni à la justice seule. Et je sais que c'est difficile de dire ça parce qu'on se dit, bah alors oui, mais donc on prend jamais des décisions. Oui, mais c'est un cas. Pour quantité d'autres cas, à un moment donné, la collégialité de la décision se fait. Le consensus se fait. Et croyez-moi, ce consensus, il est vital aussi pour la santé psychique, entre guillemets, de ceux qui restent. Donc, ce n'est pas le cas Lambert qui doit nous faire, si vous voulez, défaillir et dévaloriser à la fois les lois qui sont les nôtres, parce qu'elles sont assez sensées, mais en revanche, elles sont trop peu connues et pas assez appliquées. Cynthia Fleury, vous avez créé la première chaire de philosophie à l'hôpital en 2016, donc apporter la philosophie à l'hôpital. Est-ce que ce sont des questions que vous abordez lors de séances avec le personnel de soins, avec sans doute des familles? Comment ça se passe? Alors, si vous voulez, la chaire de philosophie à l'hôpital, c'est vrai que c'était cette aventure-là. Elle suivait les grandes aventures de l'arrivée en son temps, il y a 30 ans, de l'éthique. Alors, pas forcément, à l'hôpital, mais pas forcément en tant que chaire. Je le dis parce que, bien évidemment, nous sommes les enfants de tous ces espaces régionaux d'éthique, de l'éthique clinique à Cochin, de l'éthique à la Salpêtrière. Enfin, il y a, mon Dieu, voilà. Mais là, c'était un tout petit peu différent. Il y avait cette idée de dire, voilà, l'université, la philosophie n'est pas dans le seul lieu universitaire, elle doit être dans les services hospitaliers, à disposition des services hospitaliers. Et c'est elle qui va venir divulguer des enseignements, mais surtout, elle va essayer de répondre de manière aussi un peu directe, en amenant ce corpus des humanités de façon pas forcément plus applicative, parce qu'on réfléchit aussi avec eux sur des questions théoriques. Et donc voilà, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui Là, il y a un grand, d'ailleurs, mouvement des humanités qui se met en place au GHU, au groupe hospitalier, pardonnez-moi, universitaire de Paris, qui regroupe Sainte-Anne, Perret-Vaucluse, Maison-Blanche. Et donc, ce grand conseil des humanités va se mettre en place et qui regroupe précisément la philosophie, mais aussi le design, mais aussi la psychanalyse, mais aussi l'art-thérapie, etc. Donc, on voit tout d'un coup cette nécessité de dire, mais vous savez, encore une fois, nous ne soignons pas des maladies, nous soignons des sujets malades. Et donc cette question de la prise en compte de la personne, pour précisément rendre opérationnel le soin, elle est déterminante. La nécessité de créer cette chaire de philosophie à l'hôpital, on l'entend, Cynthia Fleury, mais maintenant elle existe depuis 3 ans. Est-ce que vous êtes capable déjà de dresser un bilan d'étape? C'est horrible ce mot, mais de nous dire ce que ça
pu avoir apporté? Qu'est-ce que vous avez constaté, vous? Ce que je vois d'abord, nous, on a produit quelque chose, je le dis en Creative Commons. Donc, tous ceux qui aujourd'hui aimeraient mettre en place une chaire de philosophie à l'hôpital, nominative, collégiale, que sais-je, sont les bienvenus. Nous sommes à disposition pour les aider. Ils peuvent s'autonomiser, ils peuvent se relier à nous. Donc, vraiment, l'enjeu, c'est de déployer un geste. Oui, il y a déjà des premiers bilans, au sens où, en fait, les équipes sont prêtes. Les équipes, elles sont prêtes parce qu'elles ont bien vu qu'il y a des grands tournants qui nécessitent ça. J'en cite juste quelques-uns. La chronicité. Les maladies chroniques sont devant l'infectieux. C'est toute une autre façon de penser la maladie. La maladie, elle est omniprésente, entre guillemets incurable, évolutive, sécularisée. Ça, c'est moi qui rajoute ça, mais sécularisée au sens où vous êtes tout le temps malade, mais tout le temps au travail. Ça fait exploser les vies, mais en même temps, il est hors de question de dire que ça fait exploser les vies. Donc, vous voyez, donc tout ça fait que tout d'un coup, le geste médical seul, qui passe par le médicament, etc., est insuffisant. Nous sommes dans le grand temps, heureusement, de la récidive, c'est-à-dire en gros de ce qu'on appelle la clinique du rétablissement liée au cancer. Les gens font plusieurs cancers et c'est une bonne nouvelle. Mais ça veut dire là aussi une toute autre manière de penser la guérison. Nous sommes dans le tournant ambulatoire. Tournant ambulatoire, ça veut dire que vous avez 80% du soin aujourd'hui qui est aussi porté par le patient lui-même. Voilà, parce qu'il est plus en direct loin. Et puis, bien évidemment, la question des aidants. Nous avons l'allongement de la vie qui fait que les aidants sont au premier poste. Tout ça fait que l'éducation thérapeutique est nécessaire, etc., etc. Donc, les équipes sont prêtes. Les équipes sont prêtes, mais qu'est-ce qu'elles nous disent? Nous manquons de temps. Nous manquons aussi parfois d'enseignement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on réfléchit aussi avec quantité d'autres à dire, tiens, comment on réintègre les humanités dans l'enseignement en fac de médecine. Nous aussi, nous manquons de temps. Pardon. Non, mais on a envie de vous écouter encore jusqu'à 9h, mais il est 8h47. Il faut qu'on entre dans le dernier quart d'heure de ces matins du samedi avec l'idée culture, mais bien sûr, vous restez avec nous.